Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons débriefer une défaite du FC Metz, la 17e il me semble cette saison à Brest, face aux Dauphins du PSG. À mes côtés, pour en parler, j'accueille une équipe de choc, à commencer par Arnaud Desmerlet du quotidien La Semaine. Bonjour Arnaud, comment vas-tu ? Salut Gérald, salut à tous, ça va très bien, mieux que le FC Metz en tout cas. C'est difficile de faire moins bien que le FC Metz après cette nouvelle défaite. Exactement, à tes côtés, lui aussi est dépité, Thomas Lavaux, France Bleu Lorraine. Salut Thomas. Salut tout le monde. C'est un peu la force de l'habitude là maintenant. Ouais, c'est de l'endurance maintenant, on n'est plus là. Endurer, c'est ça, endurer, c'est le mot. Et enfin, un Thomas peut en cacher un autre. J'accueille Thomas alias Soquette de la page La Maison du Grenat. Salut Thomas. Bonjour tout le monde, professionnel dans mon amateurisme de suivi du FC Metz jusqu'au bout, je suis resté regarder le match et bon voilà. Donc tu dois être en pleine forme toi aussi. Tout à fait. Alors messieurs, le FC Metz a de nouveau servi une copie désastreuse malgré le score, qui selon moi ne reflète absolument pas la physionomie du match. Une défaite 4-3. Les Grenats avaient pourtant ouvert la marque sur corner grâce à Ismaël Traoré. Et puis plus rien, démonstration de football des Brestois jusqu'au 4e but. À ce moment-là, les Bretons ont arrêté de jouer et ont donc permis aux Messins de revenir à 4-3. Arnaud, ton analyse de la rencontre après cette énième défaite ? T'as bien résumé, c'est vrai que le score ne reflète absolument pas la supériorité brestoise sur cette rencontre. On a vu une équipe qui est en pleine euphorie, qui surfe sur une dynamique exceptionnelle, qui va certainement jouer la Coupe d'Europe maintenant, et qui va certainement même jouer la Ligue des Champions, peut-être le tour préliminaire. Et une équipe de Metz qui, à 50%, va jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Je dis 50% parce que Lorient a encore perdu à Montpellier, donc la place de barragiste est encore jouable. Mais sur ce match, on a vu une équipe de Metz désastreuse pendant 70 minutes. On a vu une équipe de Metz qui n'a clairement pas le niveau. On a entendu Ismaël Traoré à la mi-temps, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, s'énerver après ses partenaires parce qu'il n'y avait aucune agressivité. Brest s'est promené face au plot messin. Il n'y a rien eu. Rien eu pendant ce match, pendant 70 minutes. Et c'est vrai que les 2 buts messins, c'est surtout dû au fait que Brest a un petit peu lâché la bride. Et c'est senti que, voilà, peut-être que la Ligue des Champions approchait. Mais en tout cas, le FC Metz, une semaine après les 5 buts contre Monaco, a une nouvelle fois servi une purge. Cette équipe n'a clairement pas le niveau. Son entraîneur n'a clairement plus le niveau pour entraîner une équipe de foot. Malheureusement, si ça continue comme ça, c'est la Ligue 2. Je dis qu'il y a 50% parce qu'il reste la place de barragiste. Mais vraiment, je suis très inquiet. Je ne vois pas comment le FC Metz peut s'en sortir en proposant une bouillie de matchs comme ça. Surtout que le FC Metz a marqué rapidement, peut-être sans doute trop tôt, parce qu'après, le FC Metz a reculé. Mais je crois qu'à un moment donné, il y avait 22 ou 23 tirs de Brestois contre 2 tirs messins. C'est une statistique affolante, mais qui résume parfaitement la supériorité brestoise et la médiocrité messine. Thomas, Lavaux, les joueurs de l'Aslo Bologna, donc, comme on vient de dire, n'y sont plus. Est-ce qu'ils ont déjà été, je ne sais pas, ni techniquement, ni tactiquement, et pire encore, comme tu l'as dit lors de la première mi-temps, les Messins étaient mentalement totalement largués. Ce match-là de Brest, je vais le lier à celui de Monaco, parce que même si les deux adversaires n'avaient pas totalement les mêmes caractéristiques, ils avaient le point commun de jouer une qualification directe pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Et face à ces deux adversaires-là, Metz n'a pas fait le poids. Il y a 9 buts encaissés en 2 matchs. Et quand on analyse ces buts, Metz a craqué dans tous les secteurs, dans toutes les conditions inimaginables. Aujourd'hui, il y a 2 buts pris sur corner, des centres de la gauche, des centres de la droite, des remises au 2e poteau. Metz prend des buts de la tête, Metz prend les buts du pied. Contre Monaco, il y avait eu des pertes de balles, des buts amenés par le jeu vertical, il y avait eu des erreurs individuelles. Tout ça, c'est le signe qu'effectivement, il y a une équipe qui manque d'agressivité, qui manque de mordant, l'équipe qui renvoie pas l'image d'avoir envie de se sauver, alors que en n'ayant pris que 23 points au bout de 28 journées, c'est quand même encore un petit miracle qui est aujourd'hui toujours cette possibilité de pouvoir sauver ce qui peut l'être à travers les barrages. Mais non, on sent malgré tout, malgré cette impression que le FC Metz est toujours vivant,
On sent qu'il y a une espèce de résignation qui fait que le FC Metz n'a même pas le degré minimal d'agressivité que l'on est en droit d'attendre pour un match de Ligue 1. Ce match-là, il est bien démarré. L'avantage, il y a l'ouverture du score. L'avantage, ça dure que 5 minutes, mais derrière, Metz a à nouveau une balle de 2-1. Et malgré tout, même si Mikotadze avait marqué sa balle de 2-1, regardez la facilité avec laquelle Brest a retourné Metz, a repris l'avantage. Et là encore, avant le deuxième but brestois, faut pas oublier les arrêts décisifs que fait Alexandre Oukidja. C'était une déferlante. On prend 4 buts, mais c'est un tarif minimal. La Stockette, les Messins ont malgré tout marqué 3 buts. C'est un trompe-l'œil selon toi? Ah oui, non, mais c'est clairement un trompe-l'œil parce qu'en plus, alors c'est vrai que ce point de se dire, effectivement, on ouvre le score, on a l'opportunité de devenir 2-1. On sent que Laszlo Bologna qui trouve des raisons ou des excuses, selon comment on le prend. Dit toujours que il a encore dit là que si Mikotadze mettait le 2-1, peut-être que ça changeait quelque chose. Et effectivement, en fait, moi je crois absolument pas. Je suis comme un peu tout le monde dessus. Le truc qu'il y a, c'est un fait, c'est que si on prend les derniers matchs de Metz commence à ne jouer que quand il n'y a plus la pression de se dire on est au fond du trou, on peut pas être plus bas que ça. Contre Monaco, ça a commencé à jouer quand ils avaient déjà pris la vague en termes de buts. Là, c'est encore une fois presque le cas. Alors après, de toute façon, je vois bien parce que Bologna, il a encore trouvé une raison aujourd'hui. Il a dit le milieu de terrain pas équilibré. Il a en plus tapé sur les jeunes un peu en disant ça gentiment. Mais c'est un fait qu'aujourd'hui, son équipe, elle a en partie encaissé des buts quand elle était en position recroquevillée sur elle-même défensivement. Encore une fois. Et c'est là où, à un moment donné, je veux bien qu'il donne la faute sur les milieux de terrain, mais en même temps, c'est un peu son travail d'essayer de faire en sorte que son équipe, son bloc monte ensemble. Parce que le problème est, et il était le cas même l'année dernière, il y a 2 ans, sous Antonetti, c'était un peu le même problème, c'est que les défenseurs centraux jouent clairement avec la peur. Le bloc défensif a peur, ils ne veulent pas monter. Pour quelle raison? Et il se trouve que Bologna met aujourd'hui une équipe qui, sur le papier, est offensive. Quand on prend Lamkelze, Mikotadze, Jallo, Atta, Camara, on n'est pas sur une équipe où on va bétonner le milieu de terrain. On est sur une équipe qui va aller vers l'avant. Donc quand les jeunes veulent aller vers l'avant, ils vont vers l'avant. Par contre, c'est aux défenseurs derrière de monter le bloc et de boucher les trous. Et c'est pour ça que justement, il a dénoncé ce déséquilibre avec ces trous des fois que l'on a observé entre le milieu et la défense. Mais je veux dire, à un moment donné, ok, peut-être les joueurs, mais les joueurs ont envie de jouer et ils veulent jouer. Et si derrière, effectivement, parce que ceux de derrière, ils ont peur, machin, et que tout le monde recule, ce qui a été encore le cas dessus, oui, tu te mets effectivement en danger. Et il n'y a que quand il y a vraiment les joueurs sont un peu libérés de la pression parce qu'effectivement, ils sont déjà menés par un tel score qu'ils commencent un peu plus à monter vers l'avant. Mais bon, voilà, quoi, c'est une équipe à Metz, c'est toujours une équipe qui va être à réaction. Et même quand elle a l'avantage, elle a tout de suite peur derrière et elle recule. Et malheureusement, on peut se cacher vers les histoires de si on mettait le deuxième but de 2-1 ou si on n'avait pas pris les 3 premiers de Monaco et qu'on avait mis les 2, comme a encore dit Bologna contre Monaco. Pour moi, effectivement, ça ne change rien à l'issue finale du match, dans tous les cas. Arnaud, on a vu individuellement des joueurs une nouvelle fois en dessous de leur niveau espéré, tant techniquement que dans les attitudes. Je pense par exemple à Didier Lamkelze, qui n'apporte finalement pas ce qu'on attendait, ce petit plus, cette folie qu'il avait amené lors de ses 2 premiers matchs. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord sur ce match. Après, je le nuance. Ça faisait quasiment un gros mois avec la trêve internationale qu'il n'avait pas joué. Il a repris l'entraînement que cette semaine. On l'a senti vraiment pas en forme, un petit peu en train de marcher sur des œufs. Donc c'est vrai que c'est pas le Didier Lamkelze que l'on a connu au tout début de sa période messine. Après, il joue encore une fois sur un côté, c'est pas là où il est le meilleur. Donc ça fait beaucoup de choses pour un seul homme. Et c'est pour ça, j'en reviens encore une fois à Laszlo Bologna. C'est un entraîneur qui a fait beaucoup de belles choses l'an dernier. Il a tiré la quintessence de son groupe. Mais cette année, c'est tout le contraire. Quand je l'entends vendredi dire qu'on a fait une première mi-temps convenable contre Monaco alors qu'il y a 3-0, quand je l'entends dire que ça aurait pu être mieux si Mikotadze avait marqué, que sur la fin de match c'était mieux, oui c'est sûr,
avec Dessy, Metz serait champion de France 1998. Mais c'est pas le cas. Et aujourd'hui, pour moi, le principal responsable et fautif de ce marasme, c'est l'Asso Bologna, parce qu'on voit bien qu'effectivement, les joueurs appliquent les consignes pendant 65-70 minutes. Et après, cette équipe, elle prend un petit peu les rênes toute seule. Elle essaye un petit peu de sauver les meubles. Ça a été le cas contre Monaco. Elle a pris le pouvoir. Là, sur la fin de match contre Brest, c'est pareil. Aujourd'hui, il n'y a pas de pilote dans cette équipe. Et c'est certainement pas l'Asso Bologna. Pour moi, aujourd'hui, il est dépassé. C'est malheureux parce que humainement, c'est un mec bien, mais ça suffit pas. Moi, aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol d'entendre, oui, l'Asso Bologna, oui, il a fait des bonnes choses. Effectivement, mais c'est le passé. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Il reste, comme l'a dit Thomas, il reste 6 journées. C'est un miracle que le FC Metz soit en vie et que la place de barragiste soit encore à portée à 3 points, moins le goal average, c'est-à-dire 4. Il faut faire quelque chose. Nantes joue contre Lyon. Nantes a gagné contre Nice. Il y a eu un choc psychologique. Il faut tenter. Je suis désolé. Au revoir Bologna pour les 6 derniers matchs. Tu l'as très bien dit, Gérald. La Ligue des Champions n'est pas terminée. On va recevoir Lens qui a encore un mince espoir. Il y a Lille et Rennes qui vont jouer la Ligue des Champions. Oui, sur le papier, Metz va jouer des équipes contre qui il n'a pas le niveau. Il faut tenter quelque chose. Et c'est pas en jouant avec l'autobus devant Alex Oukidja pendant 60-70 minutes que le FC Metz va se maintenir. Le public de Saint-Symphorien, on l'a encore vu la semaine dernière, il attend que ça pour s'enflammer, pour pousser son équipe. On veut une équipe qui tente des choses, un pressing de la première à la 50e ou 60e minute, mais qu'elle joue avec d'autres armes que la peur, que la fébrilité et surtout avec le frein à main. Cette équipe, elle n'est pas talentueuse, mais quand on n'a pas le talent, techniquement, tactiquement, psychologiquement, il y a d'autres vertus, la combativité, et c'est encore pas le cas, on l'a vu. Et comme l'a dit Thomas, je vais lui laisser la parole, pour moi, le symbole de tout ça et de ce manque de combativité, c'est les corners. Que ce soit contre Monaco, contre Brest, on prend 3 buts sur corner. Là où justement s'engage un bras de fer psychologique, un 1 contre 1 entre un Brestois et un Messin, un Monégasque et un Messin, et on prend des buts sur ces bras de fer psychologiques, et c'est pas normal. On doit montrer de l'agressivité, on doit montrer que dans la surface de réparation, le FC Metz, c'est le patron. Eh ben non, encore une fois, Brest et Monaco se sont amusés. Brest s'est amusé, Mounier qui n'avait pas marqué depuis je sais pas combien de temps, il met une tête en reculon, c'est pas normal. Et le meilleur joueur presque encore sur ce match, c'est Alex Oukidja, qui en a pris plein la tête pendant toute la semaine, et qui a fait son match. Il n'est pas toujours irréprochable pour différentes raisons, mais voilà, sur le terrain, même contre Monaco à 3-0, c'est trop facile. Bologna, il s'en prend à lui, il doit protéger ses joueurs. C'est pas la faute de Oukidja, c'est sa faute. Il doit proposer autre chose. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi il n'a pas remis le petit Diallo sur ce match qui avait fait 60 bonnes minutes contre Monaco pour nous ressortir Diallo et Lamkelze qui sont clairement pas à 100% de leurs moyens. Diallo, il a faim, il a envie de montrer de belles choses. Donc je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, Bologna, il est totalement dépassé et qu'il faut arrêter. Et il y a encore une petite chance de se maintenir. Et pour moi, c'est cette semaine qu'il faut changer d'entraîneur, même si c'est peut-être trop tard, mais il faut changer maintenant. Alors, on reviendra justement sur les solutions tout à l'heure. Je voudrais revenir encore individuellement. Tu l'as très bien dit, Arnaud. Thomas Lavaux, je voudrais parler d'un autre joueur qui a beaucoup déçu. C'est Ablaye Jallow. On attendait pourtant, justement, on attendait son retour avec impatience. On attendait qu'il apporte justement cette technique. Et pourtant, il a multiplié les erreurs techniques et les mauvais choix aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Thomas ? Concernant Ablaye Jallow, je ne sais même pas si on peut évoquer une baisse de niveau ou une déception. Il a tout manqué pendant 3 mois et demi. Il est revenu blessé de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a manqué, je crois, 2 matchs à cause de la CAN, 7 matchs à cause de sa blessure. C'est une blessure musculaire. On ne sait jamais vraiment comment ça évolue, ça demande du temps et puis ensuite faut surveiller ça très très attentivement. Alors il a renoué avec le terrain contre Monaco, il a fait plutôt une bonne entrée. Il a fait une entrée mais à un moment où le match était déjà un petit peu plié, donc Monaco était peut-être moins dans l'intensité. Ça lui a peut-être permis de s'illustrer un petit peu. Et c'est vrai que contre Monaco, il s'est montré. C'est sans doute ce qui lui a permis ensuite d'obtenir cette titularisation et ce retour dans le 11 face au Stade Brestois cet après-midi. Mais même quand c'est un joueur qui est en pleine possession de ses moyens physiques, Ablaye Jallow, en Ligue 1, c'est pas quelqu'un qui peut porter à lui tout seul le FC Metz parce qu'il est naturellement très irrégulier. Quand il est en forme, ça se voit. Quand il est absent, ça se voit aussi. Et
Là, en plus, on lui fait, entre guillemets, porter un petit peu l'espoir du redressement de cette équipe. Parce que les défaites s'enchaînant, les espoirs s'amenuisant, trouver des moyens d'y croire encore, ça devient de plus en plus difficile. On s'est dit oui, mais bon, il y a le mercato d'hiver qui va arriver. Bon, finalement, le mercato d'hiver, il n'a pas apporté... Il a apporté une amélioration offensive, mais il n'a pas bouleversé le visage de l'équipe. Ensuite, on s'est dit il y aura peut-être le fait de changer d'entraîneur. Finalement, c'est une option qui n'est pas retenue par la direction du club. Ensuite, on se dit oui, mais peut-être que certains joueurs aussi vont revenir à leur niveau. Et on parle d'Ablaye Jallow. Oui, mais Ablaye Jallow, aussi, comme il a manqué quasiment 3 mois entiers de compétition, il va lui falloir encore des semaines et des semaines avant de revenir à son meilleur niveau. Et je suis pas persuadé que son meilleur niveau, il puisse le retrouver avant la fin du championnat. Encore davantage dans une équipe qui voit chaque semaine ses espoirs s'amenuiser. Là, ces statistiques cet après-midi, Ablaye Jallow, elles sont pas bonnes. Un dribble réussi en 65 minutes, alors qu'il en a tenté 4. Un seul. Il a joué 65 minutes, il a réussi un seul dribble. Alors que là, on parle de la confrontation, du fait d'éliminer balle au pied face à un de ses adversaires qui peut être, la fait d'éliminer balle au pied ses adversaires qui peut être, lui, sa caractéristique. C'est beaucoup trop faible. Mais voilà, est-ce qu'on peut être déçu ? Moi, je pense qu'on peut surtout être déçu du fait qu'il se soit longuement blessé et qu'il ait été coupé et qu'il était à aucun moment cette saison en mesure de répondre aux attentes. Mais c'est même pas une déception, même pas une baisse de niveau concernant à proprement parler la fin de saison. Socket, finalement, le seul qui atteint ses objectifs, j'ai envie de dire, c'est Georges Mikotadze, encore auteur d'un doublé aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas suffisant. Oui, non, mais c'est pas suffisant. Et puis, le souci qu'il y a, c'est que Mikotadze, il marque certes là, mais c'est vrai que je pense que beaucoup de gens l'attendent à des moments clés de match où effectivement, il peut peut-être, alors encore une fois, je sans donner forcément raison à Bologna dessus, mais il peut effectivement apporter une sérénité, par exemple en faisant reprendre l'avantage à son équipe. Parce que le fait est, c'est que on voit très bien Mikotadze, un peu d'ailleurs comme beaucoup de joueurs au FCMS d'ailleurs, même sur les dernières saisons, il est un peu victime du syndrome un peu du sauveur, quoi. Il veut des fois sauver à lui tout seul son équipe, et c'est un peu le sentiment aussi qu'on peut avoir même sur quelqu'un comme Jallow. Jallow, finalement, quand on regarde bien, juste pour le petit aparté sur Jallow, mais Jallow, beaucoup de buts ont été des buts un peu miracles, lui, avec sa papade gauche qui sort de l'extérieur de la surface. Et Mikotadze, dans un autre registre, c'est aussi ce côté où on sent que il préfère faire les choses lui-même. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu aussi l'année dernière en Ligue 2, où à un moment aussi, lors de la phase aller, voyant que autour de lui, ça bougeait pas trop, il tentait de faire les choses par lui-même. Malheureusement, il peut pas s'en sortir tout seul. Alors après, il va avoir effectivement des petits exploits qui lui permettent de faire quelque chose. Mais bon, le problème, c'est qu'encore une fois, le débat de l'attaque est un débat aujourd'hui, mais le fait est, c'est que si on en met un pour en prendre 2 DR, au final, on perd le match quand même. Donc, il est au mieux un trompe-l'œil du problème général de l'équipe. Après, pour lui personnellement, ça va lui faire du bien à lui parce que quand vous faites une première partie de saison comme il a fait à l'Ajax, essayer quand même de mettre des pions, c'est bon pour lui. Collectivement parlant, malheureusement, l'impact il est très limité sur les résultats d'équipe quand on voit là. Bon, on en a beaucoup parlé, on va revenir dessus évidemment. Le discours du coach qui visiblement ne passe plus. L'ambiance qui n'a pas l'air au beau fixe. On pense par exemple à la sortie d'Ablaye Jallow, qui a été remplacé par Kevin Van de Kerkhoff, et qui n'a salué ni son coach ni VDK. On sent une équipe touchée et épuisée moralement. Arnaud, tu disais tout à l'heure du 50%, 50-50 pour le maintien, enfin pour cette 16e place. Compte tenu du calendrier, ça tiendrait quand même beaucoup plus du miracle. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, non, mais c'est sûr qu'il reste aujourd'hui, il reste 6 matchs. Il reste pour moi 3 adversaires qui vont devoir, qui veulent jouer la Ligue des Champions, voire la Coupe d'Europe, c'est-à-dire Lille, Rennes
et Lens. On voit bien que Lens est un petit peu en retrait, la Ligue des Champions s'éloigne. Lille joue aussi la Coupe d'Europe, donc est un petit peu sur tous les tableaux, mais n'est toujours pas qualifié pour la Ligue des Champions. Et il y a Rennes qui revient de loin, mais qui part aussi de loin. Derrière, il y a Le Havre. Au Havre, Le Havre qui a pris un très bon point. On voit la différence aussi avec les adversaires. Le Havre qui a pris un très bon point à Bollaert. Il y a Strasbourg qui finalement n'a plus rien à jouer. Mais on sait très bien qu'à Strasbourg-Metz n'est pas un match comme les autres. Et puis il y a le dernier match. On voit très bien que le PSG, sur cette fin de saison, risque un petit peu de mettre la Ligue 1. Voilà, il y aura la Ligue des Champions, il y aura certainement les restos avec les potes et avec les femmes, et puis il y aura la Ligue 1 après. Donc c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour le PSG, même si je crois qu'il y a le président du Havre qui s'en est ému dans les colonnes de l'équipe. Donc il y a 3 matchs compliqués et 3 matchs où ça reste abordable. Et moi, il faudra les jouer au Havre et à Strasbourg. C'est pour ça que je dis qu'il y a 50%, parce que Lorient ne gagne plus. Lorient qui gagnait toujours à l'extérieur, en tout cas, là, a perdu à Montpellier. Ça va être difficile, c'est compliqué, mais pour revenir aussi à ta question, on voit très bien que cette équipe, pendant 60-70 minutes, elle était complètement en difficulté, elle était complètement à côté de ses pompes, et je pense sincèrement que le message aujourd'hui de Laszlo Bloni ne passe pas, ne place plus. Van den Kerkhoff avait fait déjà en zone mixte la semaine dernière contre Monaco, là il y a ce signe avec Ablaye Diallo. Moi, je vois une équipe non pas résignée, mais qui aujourd'hui ne répond plus et ne répond plus aux ordres de son coach. Donc c'est vrai qu'on va en parler. Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui ? Il reste pas grand-chose, mais en tout cas, le soldat FC Metz n'est pas mort. C'est ça, pour moi, qu'il faut penser. Le soldat FC Metz n'est pas mort, donc il faut essayer, quoi qu'il arrive, de tenter quelque chose. Parce que là, si on ne tente plus rien, on va directement en Ligue 2. Thomas Lavaux, pour préparer sereinement la Ligue 2, si elle doit arriver, voire donner un espoir, est-ce qu'on doit laisser le bateau comme ça couler, naviguer seul, avec le même capitaine de bord, ou est-ce que, d'après toi, c'est encore possible de limoger Laszlo Bloni ? Je pense que le fait que Lorient ait perdu à Montpellier, puis en attendant de voir ce que va faire Nantes ce soir contre Lyon, le fait de rester à 3 points de Lorient barragiste représente un malheur un peu pour cette équipe, car tant que cette place de barragiste restera accessible à 3 points, donc un match, une journée, 4 points, on va entendre le discours qu'il ne faut pas lâcher, que mathématiquement c'est pas fait. C'est un peu ce que nous a dit Arthur Atta, qui a été le seul Messin tout à l'heure à Leblé à se présenter en zone mixte. En fait, ce système de Ligue 1 avec un barragiste est assez malsain, parce que quand je disais tout à l'heure que pouvoir encore espérer se maintenir quand on n'a pris que 23 points en 28 journées, normalement votre sort devrait être plié depuis longtemps. Il y a un autre miracle, c'est que si vous prenez le classement de la Ligue 1 tel qu'il est aujourd'hui, en attendant de voir ce que Nantes va faire ce soir, vous avez, je crois, même Le Havre qui doit être 13e ou 14e et qui n'avance qu'à la vitesse d'1 point par match. Normalement, quand vous êtes à la 28e journée et que vous avez une moyenne d'1 point par match, votre sort, il est réglé. Votre sort, normalement, il est plié. Vous savez que l'an prochain, vous devez vous repartez à l'échelon inférieur. Là, cette année, en fait, il y a quasiment un tiers du championnat qui avance avec une moyenne d'escargot. Donc, finalement, mathématiquement, on reste dans le coup. Alors que rien en ce qui concerne l'expression de l'équipe nous fait croire qu'on est encore aujourd'hui dans le coup. Et puis, je dirais, changer d'entraîneur, je pense qu'effectivement, ça pourrait peut-être redonner un coup de fouet au Football Club de Metz, mais si on se penche sur le passé, sur l'histoire contemporaine de ce club, cette situation-là, on s'y est retrouvé 2 ou 3 fois. Je vois pas de précédent, je vois pas de saison où on s'est dit on va tenter l'électrochoc à quelques journées de la fin. Il y avait eu le retour de Joël Muller une année, mais là c'était différent, c'était pour essayer d'aller arracher la montée à quelques journées de la fin. Dans le cas où le FC Metz jouait pour éviter une relégation, le seul précédent qui me vient en tête, c'est l'année 2012, la descente en nationale, et encore Dominique Bijota, il est mis de côté à la 37e journée.
Voilà, et à la 37e journée, il aurait fallu un concours de circonstances pour que le FC Metz évite la relégation en nationale. Et relégation d'ailleurs qu'il n'a pas échappé, qu'il n'a pas évité. Donc moi je pense que tant qu'on restera entre deux eaux avec cette réalité mathématique qui est assez incroyable, parce que même le Havre, je me fais pas d'inquiétude pour le maintien du Havre, et pourtant ils avancent avec une moyenne très insuffisante, mais tant qu'on sera un petit peu entre deux eaux, malheureusement, j'imagine pas de changement. J'imagine pas Bernard Serin venir et renverser la table. Sokelt, comment on finit une saison comme celle-ci, à ton avis ? Comment on finit une saison comme celle-ci ? Comme ça a été un peu dit, effectivement, soit on décide de laisser le bateau couler, comme c'était un peu le cas finalement il y a 2 ans, la mentalité était un peu la même, quoi. C'était le destin sera le destin, et puis voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que là maintenant, ça paraît de plus en plus compliqué de changer, et en plus d'espérer que le changement que l'on va faire, si on le fait, crée un électrochoc. Ça commence à faire quand même beaucoup de conditions. Et puis je pense que le message est très clair que de toute façon, Bologna ne sera pas. Voilà, on va pas le sortir dès maintenant. Et là maintenant, de toute façon, les joueurs sont en autogestion, ils l'ont un peu avoué même, donc ils sont en autogestion. Le problème, c'est qu'ils s'ils le sont, en tout cas, c'est pas efficace, puisque quand même on peut penser qu'ils le sont, ce n'est pas si efficace que ça. Mais à un moment donné, il va falloir quand même que des gens. Alors je sais peut-être que, on sait peut-être pas que le directeur sportif, il sait qu'il va, Pierre Drossi, peut-être qu'il sait qu'il va partir, donc il a peut-être pas la volonté de préparer aussi la saison prochaine, parce que même s'il y a un espoir par rapport au fait qu'on va jouer Strasbourg et Le Havre, avec un petit miracle ferait que, je pense, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut préparer la saison prochaine déjà. Et alors après, est-ce que les gens qui aujourd'hui sont là ne sont pas l'année prochaine, et donc entre guillemets s'en moquent? Donc il ne reste plus trop de gens qui justement ont quelque chose à faire de l'année prochaine, du point de vue de direction, ce qui est au-dessus des joueurs, je parle. Ça, je ne sais pas, mais clairement, il va falloir gentiment mais sûrement commencer à sonder un peu l'effectif actuel, notamment les jeunes, et gentiment dire à ceux sur qui on ne comptera pas l'année prochaine, gentiment ils vont aller sur le banc et on laisse jouer des jeunes. Parce que le souci qu'il y a, c'est que l'année prochaine, je ne vois pas entre ceux qui sont annoncés partants, les jeunes éventuellement, qu'on va essayer de leur garder une motivation de rester quand même. Va falloir quand même pas se froisser avec tout le monde. Et je dis ça parce que on peut voir que Bologna, par exemple, c'est la sortie d'Azoro, le dernier match contre Monaco, c'est pas un message que tu envoies forcément pour que le joueur ait envie même d'aller au-delà de la saison prochaine. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est temps de gentiment préparer la suite. Voilà. Pour terminer, messieurs, on va donc parler de Lens vendredi prochain. Très rapidement, on va lancer les pronostics. Parce que voilà, on aime bien faire ça ici. Alors Arnaud, à toi l'honneur, ton pronostic pour la réception du Racing Club de Lens. Je t'écoute. Lens ayant fait match nul contre Le Havre, Lens est maintenant condamné à quasiment un sans faute pour aller en Ligue des Champions. Metz est condamné à un sans faute pour rester en Ligue 1. Donc on voit très bien l'importance de ce match. Malgré tout, je ne vois pas le FC Metz gagner contre cette équipe du Racing Club de Lens. Donc je vois une victoire des 100 et or, 2-0. Ça me paraîtrait le strict minimum. Je ne vois pas cette équipe messine prendre un point contre Lens. Après, par rapport au discours, très rapidement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tant qu'il y a de l'espoir, il ne faut pas préparer la Ligue 2. Par contre, pour moi, c'est pas un fatalisme de se dire, on l'a jamais fait, on n'a jamais limogé un entraîneur à 6 journées de la fin, donc on le fait pas. Non, je suis pas d'accord avec ça. Encore une fois, même si c'est pas dans l'esprit ou l'ADN du club, je crois que Thomas a dit de retourner la table de la part de Bernard Serin. C'est lui le président du club qui veut vendre le club. Je pense qu'il serait plus satisfait de vendre le club en Ligue 1 qu'en Ligue 2. C'est à lui de prendre ses responsabilités. C'est à l'état-major de prendre ses responsabilités parce qu'aujourd'hui, il y en a tout simplement ras-le-bol de cette équipe qui ne mouille pas le maillot au niveau de l'agressivité avec un entraîneur dépassé. Pour moi, il est encore temps de limoger Laszlo Bologna, de prendre quelqu'un qui, j'en sais rien, il y a des hommes qui sont faits et qui sont là pour ça. Mais en tout cas, pour moi, tant qu'il y a de l'espoir, il faut tout tenter, même si contre Lens, ça sera très compliqué, que je vois une défaite 2-0. Je suis assez d'accord avec toi concernant Laszlo Bologna. Thomas Lavaux, ton pronostic ?
Là, on a un peu relancé cet après-midi Martin Satriano et Steve Mounier. Contre Monaco, on a un peu relancé Folarin Balogun. Je pense que Elie Wahi, vendredi, il a coché le match. C'est typiquement le genre de joueur qui peut nous faire beaucoup de mal. J'imagine peut-être un scénario un peu à la monégasque, un peu à la brestoise. On va galérer, on va avoir du mal à s'accrocher. On risque de prendre encore beaucoup de buts si on met pas l'agressivité nécessaire. Peut-être qu'en fin de rencontre, quand la rencontre sera pliée, on en mettra peut-être un ou deux. Un 4-2, c'est peut-être une grosse cote. Mais je vois bien à nouveau ce genre de scénario se reproduire. Sauf si d'ici là, effectivement, il y a du changement. Mais la présidence de Bernard Serin étant quand même faite de cycles, je vois pas pourquoi aujourd'hui Bernard Serin adopterait des recettes différentes de celles qu'il a adaptées par le passé. Parce qu'il veut vendre le club. Pour moi, c'est ça qui est différent. Encore une fois, il cherche un nouveau président ou un repreneur plutôt. Et ça sera encore une fois beaucoup plus simple d'avoir un repreneur en Ligue 1 qu'en Ligue 2. En tout cas, le club sera forcément plus... il y aura certainement plus d'acquéreurs en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Enfin, moi, c'est mon avis. Ça, j'en suis même pas sûr, entre guillemets, parce que, par exemple, ce qui fait aujourd'hui qu'un club peut avoir de la valeur, c'est ses infrastructures. Les infrastructures, aujourd'hui, au FC Metz, elles sont très belles. Franchement, le stade est très bien, le centre d'entraînement est très bien. Pour bien connaître le centre d'entraînement du Stade brestois également, je peux vous dire que la surface, la qualité des terrains, mais elle est quasiment, je crois, elle varie de 1 à 10. Ça, c'est des atouts, c'est des vrais atouts. Mettons dans le cas où un actionnaire comme celui qui a racheté le Racing Club de Strasbourg il y a 1 an souhaiterait reprendre un club aujourd'hui, finalement, si tu as un club relégué en Ligue 2, c'est plus facile de placer tes joueurs que si tu as un club qui repart en Ligue 1. Moi, en tout cas, je sais pas si finalement la division peut peut-être varier sur le prix de vente. Ça peut peut-être influencer. Ça, surtout. Voilà. Mais je sais pas si c'est vraiment aujourd'hui le paramètre numéro 1. Et enfin, mon cher Socket, réaction des Messins vendredi ou la chute inexorable? Lens, c'est clairement pas dans une situation très sereine parce que là, il y a le nul contre le Havre, il y a eu leur défaite contre Lille. Contre Nice, défaite aussi. Contre Nice, défaite aussi, mais c'est vrai que le match de Lille est intéressant parce que moi, j'aime bien aussi voir par rapport à l'historique un peu de Lens à l'extérieur, qui avait un peu mieux en début de saison, qui arrive un peu mieux à l'extérieur là depuis quelques mois maintenant. Pas quelques matchs maintenant. Allez, je vais me lancer, je vais dire 2 partout. Ce qui est insuffisant dans tous les cas, parce que on va pas se cacher. C'est insuffisant, mais bon, Metz prendra des buts. Le fait est que Metz peut en mettre, mais bon, on voit les conditions. Non, je vais dire 2 partout quand même. Mais effectivement, on ne sait jamais. Un petit miracle, un changement qui intervient pourrait peut-être créer un électrochoc. Et effectivement, personnellement, j'y crois pas non plus. Mais ouais. De toute façon, tout autre résultat qu'une victoire est insuffisant. Je dirais que si je reprends les mots du président, le quota il est presque atteint en termes de défaite. Donc on devrait, selon ses propres mots, on devrait presque plier bagage. Pas moi qui le dis, c'est lui-même. Donc voilà. Malheureusement, peut-être pas une défaite, mais je pense au mieux match nul. Je vois pas une victoire malheureusement. Très bien. Messieurs, ça y est, le talk. Moi, j'essaie de plus trop m'avancer parce que non, honnêtement, je vois une lourde défaite 3-0 face à Lens avec un grognement du public et je pense que l'implosion du groupe sera totale. Voilà, j'ai très peu d'espoir. Comme vous l'avez dit, messieurs, c'est un miracle si on est encore à 3 points de Lorient. Mais en même temps, ça reste des équipes devant nous qui savent jouer au ballon, chose que le FC Metz ne semble plus pas en mesure de faire. Donc non, je n'ai plus aucun espoir et moi je serais plutôt partisan de préparer la Ligue 2, même avec un autre entraîneur. C'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, merci beaucoup messieurs.
pour votre participation. Chers amis, pensez à activer les notifications, à liker et partager la vidéo, à nous écouter sur Spotify bien sûr, et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talk et sur letsgomez.com. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao. Bye bye. Salut.